soyez pas surpris, mais ils ne vont pas nous entendre. Donc, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette journée Sciences ouvertes au pluriel qui est à destination donc, de l'ensemble de notre communauté scientifique, l'ensemble des enseignants-chercheurs et plus largement des acteurs du territoire et des collègues qui collaborent avec l'UCO. J'ai pu, au cours de différentes commissions recherche, voir la genèse et puis le travail engagé pour arriver à cette journée, les différents brainstorming. Et c'est un réel plaisir qu'aujourd'hui ça puisse se concrétiser et qu'on puisse découvrir aujourd'hui et présenter la richesse de la recherche à l'UCO, son caractère pluridisciplinaire, très varié suivant les différentes facultés et les différentes équipes. J'accueille avec plaisir Monsieur Pascal Marty, directeur de la Maison française d'Oxford, et que je salue avec chaleur, malgré ses soucis de santé. Il est quand même parmi nous, hein, mais je vous souhaite un prompt rétablissement. Et puis nous vous écouterons avec plaisir autour de votre conférence sur sciences et enseignement supérieur, dialoguer avec les territoires. Au cours de cette je voulais aussi préciser et vous remercier pour votre participation. Alors, on a des collègues des autres campus qui nous rejoignent probablement. Donc, coupez votre micro si ce n'est pas trop difficile pour vous. Oui, merci Monsieur Marty également de participer au conseil scientifique de l'UCO et vous avez pu contribuer à la sélection des projets qui ont été retenus dans le cadre de l'appel à projets pour lesquels les projets ont été sélectionnés en septembre dernier. Je souhaite remercier à cette occasion donc, tous ceux qui ont travaillé à l'organisation de cette journée. Donc, je disais les doyens, doyennes, vice-doyennes, l'ensemble des collègues qui s'y sont impliqués sur l'ensemble des campus, puisque la journée elle se décline sur l'ensemble des campus, de manière synchronisée ou pas. Remercier évidemment le pôle recherche pour l'organisation et sa contribution et remercier la direction de la communication, notamment pour l'exposition photo pour laquelle je n'ai eu que des échos positifs sur les différents campus. En regardant le titre de la journée et puis le titre de la conférence de Pascal Marty, j'ai retenu deux mots-clés, territoire et sciences ouvertes. Juste sciences ouvertes plutôt au singulier qu'au pluriel, j'y reviendrai. Territoire qui, comme vous avez pu tous le repérer, c'est un mot auquel j'accorde une certaine importance et qui me semble colle avec le modèle de l'UCO, notre modèle multicampus dans l'Ouest, où globalement nous nous rapprochons des jeunes et des familles lorsque nous ouvrons des campus, dans le cadre de notre développement, et on voit bien qu'il y a un certain nombre de jeunes et de familles qui veulent nous rejoindre. Et donc, on a une relation avec ce territoire et on peut voir que suivant les différents campus, il y a une coloration qui s'exprime en fonction de ce territoire. Et le second élément que je voulais vous partager par rapport au territoire, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue politique, on a beaucoup de collectivités territoriales, de petites ou de moyennes villes, d'accord, pas les grandes, qui veulent développer de l'enseignement supérieur, qui sont très actives. Et pour illustrer ça, le jour où l'agglomération de Niort est venue nous chercher et que ça commençait à se savoir, eh bien, pour l'illustrer, ensuite on a l'évêque de La Rochelle qui nous a dit mais il faudrait venir à La Rochelle. Puis ensuite on a la communauté de communes de Rochefort, pour ceux qui connaissent, Rochefort-sur-Mer, qui nous a sollicité. Puis ensuite on a Angoulême, vous voyez, donc le sud des Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, des territoires où l'UCO était à peu près inexistante. Mais c'est cette appétence des différents territoires et on peut le voir sur d'autres régions, évidemment. On peut voir le développement du CNAM qui a proposé de s'installer dans 100 villes supplémentaires pour faire de l'enseignement supérieur également. Donc ce sujet entre l'enseignement supérieur et les territoires rejoint le développement de l'UCO et est très prégnant aujourd'hui. Mais évidemment, il y a bien d'autres dimensions qui peuvent être évoquées. Sur la question de sciences ouvertes au singulier, la science ouverte consiste à rendre accessible autant que possible
et fermer autant que nécessaire les résultats de la recherche issus en majorité des fonds publics. C'est ce que soulignait le rapport de la Commission européenne en 2016. Nous, à l'UCO, quand on dit fermer autant que nécessaire, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de résultats de recherche qui nécessitent une certaine fermeture, d'accord, un certain contrôle dans un embargo, etc. On est peu sur des sujets sensibles liés à la sécurité, liés à la souveraineté, etc. Et donc, j'imagine plutôt l'UCO du côté de l'ouverture, c'est-à-dire que la production scientifique soit accessible au plus grand nombre et le plus facilement possible. Et ça a été permis par l'évolution de la loi depuis, qui notamment, lorsqu'il y a plus de 50% de financement public, eh bien, il y a tout un dispositif qui permet de rendre accessibles les fruits de la recherche auprès de la société, auprès des territoires. Et ça, c'est lorsqu'il y a de l'argent public. Et ça nous interroge, nous, sur notre modèle. C'est-à-dire que quand nous, on s'adresse d'abord à des étudiants, l'enjeu, notre mission, c'est de former des étudiants. On parle de former des personnes libres et universelles. Et évidemment, la recherche est un levier fondamental pour les former, ces jeunes. Et ce sont eux qui financent à peu près à 85% de nos activités. Et donc, il y a pour moi, je vous partage une sorte de paradoxe à ce que des étudiants financent de la recherche, et si demain, ils veulent accéder à la recherche pour laquelle ils ont financé, ils doivent à nouveau payer. Là, je ne suis pas économiste, mais vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire. Et donc, il me semble que l'UCO, que nous tous, on doit s'engager dans ce mouvement de la science ouverte pour ne pas d'abord enrichir les éditeurs de revues ou d'ouvrages, d'accord, qui se portent très bien de par le monde d'ailleurs, mais rendre accessible, et notamment par rapport à nos étudiants, mais plus largement, puisque évidemment c'est la circulation des idées, des résultats, et de ce partage-là, on fait bénéficier de notre recherche à d'autres étudiants, à d'autres chercheurs, et vice-versa, évidemment, mais je crois que c'est un élément qui est assez important, et l'observatoire du ministère, le baromètre de la science ouverte du ministère évoquait le fait que 2/3 aujourd'hui des productions scientifiques en France sont en sciences ouvertes, d'accord, donc sont accessibles. Évidemment, il y a des variations suivant les disciplines, mais les disciplines qui sont entre guillemets les moins ouvertes, je vous laisserai aller regarder, ce n'est pas un jugement de valeur, mais au regard de cet indicateur-là, c'est un peu plus de 1 sur 2. Et il me semble que ce serait intéressant pour nous de regarder ce que l'on publie en sciences ouvertes, et j'imagine, en tout cas je souhaite qu'on soit au moins à 1 sur 2, et évidemment que chaque discipline puisse suivre le mouvement global, et ça pourrait faire partie, enfin ça fera partie d'une manière générale de critères pris en compte dans le cadre des évaluations, et donc dans le cadre de l'évaluation qualitative à venir, et dans les critères que l'on peut se donner, eh bien, il y a effectivement des critères bibliométriques, on a beaucoup travaillé là-dessus par le passé, mais d'un point de vue qualitatif, rendre la recherche accessible à tous, dans le cadre de la science ouverte, accessible aux différents territoires et aux différents acteurs, c'est sûrement un des meilleurs services que peut rendre l'université et la recherche au niveau d'un pays, d'un continent et plus généralement. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce matin. Je vous souhaite une très belle journée, très bonne conférence avec Monsieur Marty à venir, et puis cet après-midi dans les différentes composantes, différents campus sur lesquels vous allez pouvoir continuer cette fois par faculté. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci Laurent pour ces mots d'introduction. Maintenant, nous allons passer à la conférence de Pascal Marty. Donc, je renouvelle encore tous mes remerciements auprès de Pascal qui a subi des mauvaises mésaventures hier à la gare de Londres et qui a dû donc rejoindre Oxford. Mais il nous fait l'honneur, malgré tout, d'être présent parmi nous. Donc, Pascal, je te laisse la main. On a fait des tests. Donc, théoriquement, tu dois pouvoir mettre ton PowerPoint et ça devrait marcher. Donc, juste, Pascal Marty est professeur
de géographie. Il a exercé de nombreuses fonctions à haute responsabilité, la dernière étant conseiller scientifique coordinateur des sciences humaines et sociales au HCERS, et puis depuis 2 ans maintenant, il a rejoint la maison française d'Oxford et il occupe le poste de directeur. Donc, merci à nouveau, Pascal. Et donc, je te laisse la main pour ta présentation, en lien, bien sûr, avec l'enseignement supérieur et les territoires. Merci, merci, chère Catherine. Merci, chère Catherine. Alors. Est-ce que tu peux essayer de... Voilà, très bien. Donc, nous Merci. l'avons en plein écran. Merci, parfait. Bien, monsieur le recteur, monsieur le recteur, madame la vice-rectrice, chère Catherine, madame la vice-rectrice, chère Catherine, chers étudiantes et chers étudiants, chers étudiants, alors d'abord, je à nouveau mes excuses pour ne pas être parmi vous aujourd'hui. Je crois que hier, mon dos a décidé. Autour des questions que nous discutons aujourd'hui. Alors effectivement, il a été choisi de parler aujourd'hui de ce sujet, sciences et enseignement supérieur, dialoguer avec les territoires. Alors, la première chose qu'on a envie de se demander, c'est au fond, mais pourquoi faudrait-il que l'université et la recherche aient un dialogue avec les territoires? C'est quelque chose qui ne va pas entièrement de soi. L'université, dans son nom même, a une vocation universelle et les universitaires, la recherche, sont engagés dans la recherche justement de résultats, de production de connaissances, de niveau très général et au fond, peut-être ont-ils besoin plutôt de temps que d'interactions nombreuses avec des territoires qui pourraient les distraire des tâches qui sont les leurs dans l'avancement du savoir. Et si, et on verra que c'est le cas, les universitaires et la recherche interagissent avec les territoires, alors quel type d'interactions peuvent-elles exister? Comment l'université et la recherche peut effectivement engager une interaction avec ces territoires et autour de quels objectifs et dans quelles conditions? Et donc, c'est sur ces questions que je vous propose aujourd'hui de réfléchir. Alors, effectivement, d'abord, ce mot de territoire, c'est un mot qu'aujourd'hui on utilise à grande fréquence, tantôt au singulier, tantôt au pluriel, et qui, comme on le voit dans les 3 articles de journaux dont je vous donne les titres ici, est parfois synonyme de région, de régions reculées, les territoires profonds, lit-on ici. Parfois, c'est synonyme de pays ou de grands ensembles. L'Union européenne, dans cet article, qui risquerait de devenir l'Union des territoires délaissés. On n'en connaît pas très bien le périmètre. Parfois, par territoire, on pense à collectivité territoriale, sans doute, comme dans le cas de l'article qui est cité en bas, à gauche de la diapositive. Parfois encore, on utilise territoire au pluriel pour désigner, en France, tout ce qui n'est pas Paris. Et parfois, on pense que c'est une façon moins condescendante de parler de ce qui n'est pas Paris,
à la place de mots comme province ou région, etc. Donc, des définitions très vagues au fond et finalement un périmètre assez mal défini. Alors, je vais aller un peu plus vite, mais sur les sciences, le mot territoire est parfois une définition beaucoup plus claire. En éthologie, en sciences du comportement animal, par exemple, on définit assez clairement ce qu'est un territoire, comment ce territoire intervient à différents moments du cycle de vie des espèces. Les ornithologues définissent plusieurs catégories d'usage des territoires dans le cycle de vie d'un certain nombre d'espèces. Et là, on a une définition un peu plus précise. Dans d'autres disciplines, et donc la mienne en particulier, la géographie, le territoire occupe une place très importante, en particulier depuis les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, avec cette idée d'aménagement du territoire qui était portée par cette institution dont tout le monde connaît le nom, la DATAR, dont le nom a été remplacé au début du XXIe siècle, mais qui avait pour objectif de pouvoir aménager l'espace, corriger un certain nombre de défauts dans l'aménagement. Et puis aujourd'hui, grâce notamment aux travaux qui ont été menés chez les économistes spatiaux, chez les gens qui ont fait de la géographie économique, on a une définition, comme on le voit sur la carte, plutôt à droite de la diapositive, des territoires comme des entités fonctionnelles qui sont structurées par d'abord des mobilités humaines, par le marché du travail, par l'accès au travail, par les mobilités entre la résidence et le lieu de travail. Et donc, on se sert effectivement de ces données pour pouvoir délimiter des périmètres. Et la carte que je vous montre ici montre un peu ce qu'est la diversité des territoires au sens fonctionnel qu'on peut avoir en France. La plupart d'entre eux correspondent à un espace structuré par une ville, mais tout ce qui est en blanc représente des territoires qui sont non polarisés par un pôle d'emploi. Et donc, on a cette structure-là. Je ne rajoute pas que le fait, dans ma discipline, la notion de territoire a donné lieu à un certain nombre d'élaborations théoriques sur la territorialisation, sur la déterritorialisation, sur la reterritorialisation, qui donc cherchent à réfléchir sur les liens que les humains entretiennent avec des espaces qui sont délimités, qui correspondent à un certain nombre de règles d'institutions. Alors, pour simplifier, je vous propose une définition de travail, en revenant ici avec un clin d'œil à la géographie classique, à cet exercice que bien des étudiants en géographie ont réalisé, le fameux croquis de finage. Et donc, au fond, le territoire, c'est peut-être très simple, hein, c'est d'abord la superposition de plusieurs choses. Un espace, c'est-à-dire une topographie, une végétation, un certain nombre de caractéristiques géographiques, un espace habité par des populations qui donc en tirent leurs ressources. Et aujourd'hui, je crois qu'il est important d'ajouter un S à population, puisque quand on dit les populations, on va penser bien entendu à toutes les populations humaines, mais dans le cadre des problématiques environnementales, on va aussi s'intéresser à des populations non humaines avec lesquelles nous, les humains, interagissons dans le cadre des territoires. Et puis, cet ensemble, formé par un espace et une population, effectivement, est encadré par un certain nombre de limites, que parfois en géographie on appelle des mailles. Alors, ce sont des limites qui sont très variables dans leur taille, limites de parcelles cultivées, limites administratives, limites de mobilité, etc. Et donc, on a un certain nombre de périmètres au sein desquels on définit tout simplement un certain nombre d'institutions et de règles. Et ces institutions, effectivement, régulent les activités des populations humaines dans, au fond, un objectif général qui est celui de la reproduction du groupe humain et de la reproduction de sa structure. Alors cette définition qui est finalement assez simplifiée ne doit pas occulter le fait que ce territoire et ses différentes dimensions fonctionnent avec ce que nous appelons la plupart du temps un système d'acteurs. Alors, qui sont ces acteurs et donc, on peut avoir une représentation ici sur cette image de ce que sont les systèmes d'acteurs du territoire. Alors, on a ici plutôt représenté des acteurs qui sont les acteurs
des services collectifs pris en charge par les collectivités publiques, donc les services qui servent à réguler un certain nombre d'activités, l'enseignement, l'environnement, la fourniture de l'eau, un certain nombre d'activités comme le tourisme, les infrastructures, la voirie en particulier, et tous les autres équipements dont nous avons besoin pour vivre au quotidien. Mais ce système d'acteurs est d'abord plus complexe. Il y a des choses qu'on ne voit pas sur cette image, des entreprises, peut-être des universités, des individus, des groupes, des associations, et donc tout un ensemble de sous-groupes porteurs de parole, porteurs d'enjeux, porteurs d'initiatives, et qui opèrent à plusieurs échelles. Monsieur le recteur, dans son introduction, mentionnait le rôle des villes, des municipalités ou des agglomérations dans les interactions qu'elles ont avec l'université, et l'attractivité de ces territoires est souvent dopée par la présence d'une activité universitaire ou d'une activité d'enseignement supérieur et de recherche. Et donc, c'est vraiment à plusieurs échelles que ce territoire se décline, l'échelle administrative de la région, du département, des agglomérations, des communes, etc. Et donc, je pense que votre université est tout à fait représentative de la diversité des dimensions territoriales, dans la mesure où, avec vos 10 campus, si j'ai bonne mémoire, il y a effectivement plusieurs régions, plusieurs départements, plusieurs villes, bien entendu, plusieurs types de collectivités qui sont en interaction avec vos facultés et avec l'université. Alors, ce territoire, au fond, comme je le disais en introduction, eh bien, est-ce une dimension pertinente pour l'université et pour la recherche? On pourrait effectivement argumenter sur le fait que l'université, la recherche, sont des institutions, au fond, qui sont plutôt aterritoriales, dans la mesure où, oui, elles ont une localisation, mais cette localisation est peut-être une localisation, c'est un facteur plus pratique que fonctionnel, au fond. Alors, j'ai représenté ici sur l'image de gauche quelque chose qui revient souvent dans nos discours, c'est l'image de la tour d'ivoire. Donc, la tour d'ivoire a effectivement, au départ, une signification religieuse, comme on le voit ici dans cette représentation de l'Annonciation. Et au cours du temps, cette notion de tour d'ivoire, de pureté, de détachement un peu des conjectures humaines, a pris un sens beaucoup plus universitaire. Et on parle souvent, effectivement, des savants qui seraient retirés dans leur tour d'ivoire, déconnectés du monde, ne cherchant pas à interagir avec lui. Et donc, j'ai représenté ici, sur la partie de gauche, la tour d'un des collèges d'Oxford ici, la cour de Magdalen College, qui en gros a été reproduite quasiment sur le campus de l'université de Princeton aux États-Unis, et dont c'est un mathématicien et modélisateur, Alan Turing, se moquait un peu, puisque à Princeton, cette tour d'ivoire, lorsqu'il était là, eh bien, au fond, était aussi le bâtiment qui portait le nom d'un certain Proctor, et qui était l'inventeur d'une marque de savon qui s'appelait le savon Ivory, le savon ivoire. C'est pour ça que les étudiants se moquaient en l'appelant la tour d'ivoire. Mais on voit bien là-dessus qu'il y a effectivement parfois un détachement des institutions universitaires par rapport au monde de la vie quotidienne, par rapport au territoire. Et donc cette communauté internationale des gens de savoir, en interaction internationalement, effectivement, est une communauté où on a parfois plus de proximité avec des gens qui habitent à plusieurs centaines, voire de milliers de kilomètres, qui sont nos correspondants dans le cadre de notre activité scientifique, qu'avec, au fond, le territoire le plus proche, celui qui est autour de nous. Et je rajoute, pour compléter, que souvent, cette communauté universitaire est une communauté qui est un peu non seulement coupée de son territoire, mais qui est parfois difficile à pénétrer pour son territoire. Et il y a donc une opposition parfois assez forte. Et voilà, on peut citer ici cet ouvrage d'un romancier anglais de la fin du XIXe siècle, qui s'appelle Jude l'Obscur, et qui est au fond l'histoire de quelqu'un qui s'instruit un peu en autodidacte et qui passera sa vie au fond à rebondir sur les portes de l'université
et à ne pouvoir jamais y entrer malgré les acquisitions de connaissances qu'il a eues, malgré la culture qu'il a pu acquérir. Et donc, il n'a jamais eu l'adoubement par les institutions universitaires. Et donc, je ne veux pas spoiler la fin du roman, mais la fin est assez sinistre. Je vous recommande donc la lecture de ce roman de Thomas Hardy. Donc, cette communauté des gens de savoir est un peu fermée. D'abord, aussi parce qu'elle traite souvent de questions indépendantes des questions du temps. On a des sciences qui sont souvent à la recherche de solutions pour des problèmes qui ne sont pas des problèmes pratiques, qui sont des problèmes très fondamentaux, très généraux. Et là, je me suis amusé à regarder, parce que je me suis demandé quelle était la structure d'une université, par exemple, à la moitié du 19e siècle. Et donc, on a ici la structure de la Sorbonne, vers à peu près 1860. Donc, cette université dont le modèle a été copié après, qui a inspiré beaucoup dans notre pays, avait un certain nombre de facultés, faculté de théologie catholique, faculté des sciences, faculté des lettres, faculté de droit et faculté de médecine. Et quand on regarde par exemple la faculté de sciences et les facultés, les chaires, les 18 chaires de la faculté de sciences, on voit effectivement des sujets qui sont des sujets assez peu territoriaux: astronomie, mathématiques, algèbre supérieure, géométrie supérieure, calcul différentiel intégral, mécanique physique et expérimentale, etc. Si je regarde la faculté des lettres, on a aussi des sujets qui sont aussi des sujets finalement peu territoriaux, hein, philosophie, histoire de la philosophie, littérature grecque, éloquence latine, éloquence française, poésie, etc., etc. Vous avez remarqué que j'ai colorié chaque faculté avec des couleurs différentes, puisqu'on voit déjà se dessiner ce qui est un peu une stratification des types d'activités universitaires. Donc, en rouge, la faculté des sciences, modèle qui a été au cours du temps très inspiré par l'université allemande, par l'université Humboldt à Berlin, qui est donc une université où effectivement les scientifiques discutent entre eux internationalement, s'intéressent à des problèmes qui sont souvent, exclusivement, ou pas exclusivement, mais très souvent des problèmes très très théoriques. On a en jaune des facultés qui sont plutôt proches des humanités, qui elles forment plutôt la figure de ce qu'on pourrait appeler de l'honnête homme, de l'intellectuel. Et puis enfin, on a en vert des facultés qu'on appelle des facultés à caractère professionnel, puisqu'en effet, le droit et la médecine sont, on pourrait dire, un peu plus reliés au territoire, tout simplement parce que ce sont des besoins fondamentaux pour les sociétés, connaître, administrer les règles. Avec la faculté de droit, toutes les sociétés ont eu besoin d'avocats, d'avoués, de juges, etc. Et puis la faculté de médecine qui, elle, répond à des besoins fondamentaux de la vie humaine, c'est-à-dire le soin, la lutte ou le traitement de la maladie. Donc, des sciences indépendantes, des questions du temps. Mais je mets un point d'interrogation parce que déjà et dès la moitié du 19e siècle, on voit bien qu'à côté de cette faculté, il y a un très grand nombre d'écoles spéciales. Et j'ai placé ici une représentation de ce qu'était à l'époque, ou de la manière dont on se représentait l'école des ponts et chaussées. Donc, une assemblée, vous le voyez, déjà très masculine et peu féminisée. Donc, ces écoles spéciales couvrent un très grand nombre de domaines qui sont des domaines techniques, des domaines nécessaires à l'administration de la vie, à l'administration des territoires. Et ces écoles spéciales nous parlent de quoi? Eh bien, du génie maritime qui sert à aménager la circulation maritime, les ports, etc. Ils nous parlent de l'hydrographie, une science nécessaire pour arriver à comprendre les fonds marins pour la navigation. Les ponts et chaussées nous parlent effectivement des transformations énormes depuis la révolution industrielle que subissent les territoires, ou en tout cas les espaces, avec le développement des canaux, des chemins de fer, la construction qui doit désormais faire face à des enjeux et des besoins tout à fait différents, les mines, etc. Et puis ces écoles spéciales portent aussi sur d'autres domaines de la vie qui correspondent plus à des activités soit militaires, soit qui sont devenues de loisirs, hein, le tir, la gymnastique, etc. Donc ces écoles spéciales sont très nombreuses et on voit que finalement cette idée de l'université et de la recherche comme une institution qui serait détachée complètement du monde contemporain et des territoires est une idée qui, surtout à partir de la révolution industrielle, des Lumières, est une idée qui ne tient pas très longtemps, en tout cas pas exclusivement,
il y a bien des liens forts, finalement, et nécessaires peut-être, entre l'université, la recherche et les territoires. Alors si on passe plusieurs années, effectivement, et qu'on considère la situation actuelle, on peut dire que l'enseignement supérieur et la recherche sont aujourd'hui dans le territoire. D'abord, on va regarder à travers la répartition spatiale des institutions d'enseignement supérieur que, effectivement, nos institutions correspondent à des règles qui sont les règles géographiques de notre monde, malgré quelques exceptions. Il y a, aux États-Unis en particulier, des villes exclusivement universitaires qui sont de petite taille, où la population étudiante est quasiment l'équivalent de la population de la ville, etc. Mais ça reste des exceptions. Et aujourd'hui, comme on le voit sur cette carte, les institutions d'enseignement supérieur ont une structure dans l'espace et une structure territoriale qui reflète la structure territoriale d'un pays, en particulier ici, à travers de la France. On voit dans la répartition ici des étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en 2017-2018, une structure, des motifs qui sont les motifs qui structurent l'espace français, avec un rôle majeur joué par une capitale qui a une taille et un niveau de fonction et d'activité dans la hiérarchie urbaine qui est nettement au-dessus des premières autres villes du pays. Et on a effectivement la recherche et l'enseignement supérieur, ici avec les étudiants inscrits comme proxy, qui se structure autour de la trame urbaine, avec d'abord les principaux regroupements autour des principales métropoles de l'espace, mais aussi, j'espère que la définition de l'image est assez bonne pour que vous puissiez voir le nombre de points de toute petite taille qui, au fond, complètent l'armature universitaire, s'appuyant sur les plus anciennes ou les plus grosses villes universitaires du pays. Donc à côté effectivement de Paris, de Lille, de Strasbourg, de Lyon, de Marseille, de Montpellier, de Toulouse, de Bordeaux, de Nantes ou de Clermont-Ferrand, on a effectivement des présences universitaires dans des points qui sont des points à situation intermédiaire, Troyes, Reims, Le Havre, et qui correspondent à plusieurs processus dont a parlé le recteur d'abord tout à l'heure. Le premier, c'est l'envie qu'un certain nombre de municipalités ou de villes puissent développer leurs établissements universitaires, d'abord parce que c'est un service rendu aux populations, un service de proximité pour une population qui a de plus en plus une forte attirance pour le diplôme et pour la formation dans l'enseignement supérieur. On y reviendra tout à l'heure. Dans cette structure, on voit effectivement, et votre université en est vraiment un très très bon exemple, que certaines universités vont s'organiser sous forme de réseau universitaire. Effectivement, vos 10 campus dans le Grand Ouest de la France et puis ailleurs dans les Outre-mer montrent effectivement qu'une institution universitaire peut être multisite et peut finalement se distribuer dans l'espace pour répondre à un certain nombre de besoins. Donc, l'université, elle est dans le territoire parce qu'elle reflète, et sa structure, sa taille, sa force, reflète les besoins qui sont les besoins du territoire, de l'économie et de la société d'un pays. Ensuite, les universités sont des acteurs du territoire. D'abord parce que au sein des universités, la fonction numéro 1, c'est de former des étudiants, et des étudiants de plus en plus nombreux. Sur le tableau qu'on voit ici à droite, je trouve frappant de voir qu'en 1901, il y a à peu près 30 000 étudiants en France, soit même pas 1% de la population du pays à ce moment-là, de la population de 20 ans d'âge, donc des classes d'âge en situation d'être scolarisées à l'université. Lorsqu'on se situe au tout début du XXIe siècle, l'image et la photographie a complètement changé. On a désormais plus de 2 millions d'habitants, d'étudiants qui correspondent à peu près un peu plus de 40% de la population d'âge de 20 ans, et donc et aussi une diversité des institutions. Donc les universités et la recherche sont dans les territoires parce qu'elles répondent à des besoins, d'abord à ce besoin de formation,
qui est capitale aujourd'hui. Ensuite, les universités sont aussi dans le territoire parce que ce sont des employeurs. Et on voit ici, alors pardon pour la diapositive un peu chargée, mais on voit sur le tableau de gauche que si on prend la recherche et l'enseignement supérieur, c'est-à-dire ce qui est nommé ici secteur de l'État, donc les établissements publics scientifiques et techniques, les établissements de type plus tournés vers les contrats techniques et vers la coopération, vers la recherche appliquée, type CIRAD, etc. On a donc déjà à peu près 80 000 personnes. Si on prend le secteur de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les universités, le secteur hospitalo-universitaire, les établissements d'enseignement supérieur non public, on a à peu près 90 000 personnes employées qui se subdivisent à peu près, pas par égal, mais avec une partie importante de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, mais aussi des métiers qui sont des métiers à haute compétences, qui sont les métiers de ce qu'on appelle ici les personnels de soutien, c'est-à-dire les ingénieurs d'études, les techniciens supérieurs, qui dont le travail est absolument nécessaire au fonctionnement d'un établissement universitaire et de recherche. Et donc, cet emploi se distribue dans l'espace. Alors, il se distribue inégalement, comme on le voit sur les cartes qui sont à droite, puisque qu'il s'agisse des chercheurs tout à fait à droite ou des enseignants-chercheurs au milieu, on a effectivement une répartition qui est très biaisée ou en tout cas déséquilibrée au profit de l'Île-de-France, qui concentre l'essentiel des effectifs et qui se distribue de manière inégale dans les différentes régions, comme on le voit ici, avec donc effectivement un peu un effet de vide autour de Paris, avec des régions où l'emploi scientifique est peut-être un peu moins développé, alors que quand on va plus vers le sud du pays ou le nord et l'est du pays, on a effectivement un peu plus d'emplois scientifiques, universitaires dans les territoires. Enfin, les universités sont aussi des agents du développement, chose à laquelle on ne pensait sûrement pas en ces termes il y a un siècle. Donc je vous donne ici un exemple qui est devenu ultra célèbre et qui est devenu un modèle même, c'est la Silicon Valley en 1971, je crois. Des journalistes voient qu'effectivement la concentration de producteurs de semi-conducteurs dans cette région de la Californie est sans commune mesure avec ce qu'on voit ailleurs. Et donc se crée effectivement ce terme et cette image qui a été reprise tant de fois ailleurs de la vallée, de la Silicon Valley, où on voit ici, donc sur cette carte, qu'autour d'institutions de recherche et d'enseignement supérieur, des universités, Berkeley au nord, Stanford au sud, mais aussi des centres de recherche publics, comme des centres de recherche parfois civils ou militaires, comme on voit ici, ou dans le spatial. Donc, on a là des institutions universitaires et de recherche qui ont un effet d'entraînement, puisque les étudiants qui sont formés, les compétences qui y sont acquises, les connaissances qu'on y a élaborées, ont servi à la création d'entreprises nombreuses, ici bien sûr dans le secteur des hautes technologies, du numérique en particulier. Et donc, on reconnaît ici le logo de toutes ces entreprises qui aujourd'hui ont un rôle si important dans la vie de tant de personnes sur la planète par les produits qu'elles nous proposent en termes de développement numérique. Ce modèle de Silicon Valley a été repris tant de fois ailleurs. L'image en bas à gauche, c'est l'image de l'université Sophia Antipolis, de l'université Nice-Côte d'Azur et de son campus Sophia Antipolis, qui était pour la France, avec le campus aujourd'hui de Paris-Saclay, l'exemple type de ce qu'on appelait un technopole, c'est-à-dire ou un parc d'activités, mais c'est exactement, je crois, la même chose. C'est cette idée d'avoir des universités qui créent leur environnement. Et cet environnement, autour de la haute technologie, autour des connaissances de haut niveau, est un environnement qui crée de la richesse, qui crée du développement. On oublie parfois aussi que les universités, ce n'est pas que la haute technologie. Et donc, dans ce numéro spécial publié ici aux presses de l'Université du Québec, on voit plusieurs contributions qui montrent que l'université et la recherche créent
aussi de la richesse sous d'autres formes, avec des expériences de développement local, donc avec des populations, et loin des modèles high-tech qu'on a développés ici, mais qui jouent aussi un rôle dans effectivement la création de richesse et de bien-être dans les territoires, avec les acteurs du territoire. Alors, depuis le territoire, les territoires, eux, regardent l'université et ont un certain nombre de demandes, certainement, d'autant plus qu'ils sont face à un certain nombre de grands défis que nous connaissons tous. L'emploi, l'attractivité, effectivement, aujourd'hui, je crois que personne ne dispute le fait que le fait de disposer d'un diplôme acquis dans l'enseignement supérieur est un élément important dans la recherche et dans le fait de trouver un emploi. Donc la qualification aujourd'hui est quelque chose de très important pour l'emploi et aussi donc qui renforce l'attractivité des territoires. L'autre grand défi, c'est le défi de la santé et du vieillissement. Et donc, on voit bien intuitivement comment l'université et la recherche peuvent aider sur ce secteur. L'environnement et la qualité de vie sont bien entendu un défi absolument fondamental. La sécurité, bien entendu, est toujours, même si c'est un peu plus classique et connu depuis longtemps, l'infrastructure, l'aménagement du territoire. Alors, face à ces grands défis, est-ce que le territoire a une demande particulière face à l'université et face à la recherche? Alors, si je prends un peu un domaine qui m'est plus familier, celui de l'environnement ou des sciences de la conservation, effectivement, quand on est chercheur ou enseignant-chercheur, qu'on a des programmes, des étudiants, quels sont les partenaires territoriaux avec qui on doit pouvoir travailler? On pourrait avoir une première position qui consiste à dire, après tout, je ne travaille avec aucun partenaire territorial, je produis des connaissances dans des journaux, ces journaux sont disponibles de plus en plus grâce à la science ouverte, donc il ne reste au fond qu'aux acteurs territoriaux à les lire et puis à comprendre ce que je dis pour qu'ils puissent, au fond, appliquer les bons conseils, ou en tout cas les bonnes connaissances que je peux leur donner. Malheureusement, je pense que ce n'est pas exactement comme ça que ça marche aujourd'hui. Et il y a, je crois, un grand intérêt à travailler avec un certain nombre de partenaires territoriaux. Alors, quels sont-ils, ces partenaires territoriaux? Dans le cadre de l'environnement ou des sciences de la conservation, ils sont multiples, ils sont divers. Ils peuvent être de niveau national, comme l'Office français de la biodiversité, qui donc cet office qui a été créé pour effectivement restructurer toutes les activités de conservation menées au niveau national. Ce sont des acteurs qui peuvent être aussi des acteurs régionaux, les services de l'État en région, mais ça peut être aussi des acteurs dans le cadre de la décentralisation avec les départements qui jouent un rôle de plus important sur un certain nombre de dossiers environnementaux. Les espaces naturels sensibles grâce à la taxe qui permet de les constituer, puis des sujets locaux d'importance locale, mais d'importance forte. L'exemple de la Charente-Maritime, la question de la démoustication, la question de la gestion des forêts littorales, etc. Les régions, bien entendu, sont aussi des régions qui, des niveaux de collectivité et des niveaux territoriaux qui sont des partenaires potentiels pour la recherche, dans le cadre, par exemple ici, pour la Nouvelle-Aquitaine, des problématiques de transition écologique. Et puis, il ne faut pas oublier la richesse et l'extraordinaire richesse du secteur associatif. Ici, je donne l'icône des conservatoires d'espaces naturels, mais les conservatoires d'espaces naturels sont un peu la porte d'entrée, l'accès, le contact vers la très grande richesse des associations naturalistes spécialisées au sein desquelles on trouve des compétences extrêmement pointues dont finalement la recherche et l'université ont besoin aussi aujourd'hui. Et enfin, il y a des acteurs qui sont des acteurs privés, soit des acteurs privés dans le secteur des bureaux d'études. Je cite ici Biotope, qui est un des principaux bureaux d'études nationaux dans la réalisation d'études pour notamment les impacts environnementaux et la connaissance environnementale du territoire. Et puis, il y a effectivement les activités de gestion de l'espace, l'agriculture, la foresterie, qui, à travers leur chambre consulaire ou l'organisation consulaire, sont des interlocuteurs possibles avec la recherche. Donc, on voit bien, je crois, à travers cet exemple, que enseignement supérieur, recherche et territoire sont effectivement ont des partenariats évidents à trouver et à tisser. Donc,
l'enseignement supérieur et la recherche, oui, sont en dialogue avec le territoire, ou en tout cas ont un très grand intérêt à forger ce dialogue ou à continuer ce dialogue avec le territoire. Le continuer parce que c'est pas nouveau, il y a des formes qui sont déjà désormais classiques et que nous connaissons toutes et tous. Euh, Nous participons ou avons participé à divers conseils scientifiques, conseils scientifiques dans le cadre de l'environnement, conseils scientifiques dans le cadre de la santé, des affaires sociales. Nous sommes parfois sollicités pour rendre des expertises ou des rapports. Dans le cadre de nos enseignements, nous faisons intervenir des personnes qui sont issus du monde de l'entreprise, de l'association, des collectivités, pour compléter ce que nous pouvons dire à nos étudiants et pour justement leur donner ces premiers contacts avec le caractère opérationnel des connaissances qui sont celles des formations. Nous avons intégré, dans le cadre d'un certain nombre de dispositifs, la formation tout au long de la vie, qui permet de pouvoir reprendre des études ou qui permet de revaloriser des études après avoir déjà travaillé. Nous avons des dispositifs qui sont dans les territoires. Euh, Certains d'entre vous connaissent peut-être ce qu'on appelle des zones ateliers, qui sont en fait des secteurs, des sortes d'espaces dans lesquels des laboratoires, des collègues, des programmes se développent en relation avec des acteurs du territoire, notamment dans des questions que je connais un peu mieux, qui sont celles de la gestion de l'environnement. Et puis enfin, les territoires participent aussi à la formation par la recherche. Les contrats de plan et de projet État-région permettent effectivement d'amener vers les universités, les établissements dans les territoires un certain nombre de ressources qui permettent de produire des connaissances dans le cadre d'un appel à ces connaissances de la part des territoires. Et puis, dans nos projets, nous incluons des partenaires territoriaux de plus en plus, que ce soit des projets faits au niveau national ou européen. Nous avons l'intérêt, parfois l'incitation, à inclure des partenaires non académiques dans nos projets de recherche. Il y a aussi des approches qui sont des approches un peu plus nouvelles. Alors, des approches de recherche participative qui se développent de plus en plus, qui donc sont tout à fait différentes dans la manière de concevoir la recherche et peut-être l'enseignement aussi. C'est peut-être l'idée que l'université, la recherche n'est pas le lieu de toute connaissance qui fait percoler cette connaissance vers les territoires, mais qu'il y a effectivement, dans un mouvement plus ascendant, des collaborations à trouver dans la construction ensemble d'un certain nombre de solutions. On parle beaucoup et de plus en plus de ce qu'on appelle les tiers-lieux, comme par exemple les Living Labs ou toutes sortes de choses de ce type. Je cite ici donc l'Agenda national de la cohésion des territoires. Donc les tiers-lieux sont un des visages de la France qui se réinventent au quotidien depuis plusieurs années dans tous les territoires. Les acteurs locaux, publics comme privés, ils multiplient les initiatives, les expérimentations. Et donc, dans ces tiers-lieux, comme par exemple les fabriques de territoire, qui sont des lieux souvent autour du numérique, on va réunir plusieurs acteurs pour de l'innovation, pour du développement de projets. On a effectivement des nouvelles formes qui associent ou qui peuvent associer notre monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Donc ces lieux sont des ressources, mais c'est des lieux où aussi on apprend autrement. Cette nouvelle vision de l'apprentissage n'est pas en dehors des universités, n'est pas en dehors de la recherche, qui peut se mobiliser, s'associer avec ces lieux et donc participer notamment dans le domaine du numérique, mais pas seulement, à la montée en compétences et à la solution, à l'élaboration de solutions. Donc, l'enseignement et la recherche en dialogue avec le territoire ont, je crois, des interactions positives à mener à plusieurs niveaux. Le premier auquel nous pensons, qui est si important pour, je crois, tous les établissements d'enseignement supérieur, c'est le problème un peu difficile, mais qui est une préoccupation de toutes et de tous, qui est l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins en emploi. La recherche, comme ici, donc, dans le champ de la science politique et de la sociologie, montre qu'effectivement, des diplômes non connectés aux besoins ont des effets sociaux relativement désastreux, puisque après avoir beaucoup attendu, on peut avoir
des personnes formées qui se retrouvent dans une spirale négative de mobilité sociale, et ça a effectivement des conséquences territoriales, politiques, sociales, qui sont donc négatives en général, et qui vont à l'inverse de ce qu'on attend de la formation dans l'enseignement supérieur. Le deuxième point, c'est l'interaction positive, c'est interagir plus avec les territoires pour montrer que notre recherche est utile. Combien de fois, j'imagine que ce n'est pas que mon expérience, mais toutes et tous avons-nous été interrogés par des gens dans notre entourage qui disent « mais à quoi ça sert ce que tu fais à quoi ça sert cette recherche, mais quelle est l'utilité avec parfois donc un travail que nous devons faire pour convaincre les gens que ce que nous faisons est très important. Et donc, cette démonstration de l'utilité de la recherche, cette démonstration de l'expertise qu'on peut avoir, de la valorisation des connaissances, même dans des domaines qu'on pensait un peu déconnectés de l'innovation, comme les sciences humaines et sociales, se développe. Et le CNRS, depuis plusieurs années, développe ce salon où on montre, donc Innovative SHS, où plusieurs groupes, chercheurs, laboratoires montrent un certain nombre d'initiatives qui ont été portées avec des territoires, avec des acteurs, pour aller de la connaissance jusqu'à l'action. Et enfin, ce sont des interactions positives pour le rayonnement des établissements. On a vu la carte tout à l'heure avec le nombre de points universitaires dans le territoire français. Nous savons tous que ces points sont aussi des points qui sont en compétition pour attirer les étudiants, en compétition pour attirer les compétences, en compétition aussi pour attirer les moyens, qui sont les moyens financiers, budgétaires, dont les établissements ont besoin pour fonctionner. Et effectivement, des relations positives établies avec le territoire sont des relations qui permettent à un établissement de rayonner localement, régionalement, et de renforcer sa position. Enfin, il y a des effets de réseau. Après avoir interagi avec les territoires, se créent des fidélités sous la forme de réseaux d'anciens élèves. On parle beaucoup aujourd'hui des réseaux d'alumni. Effectivement, ils sont très développés dans les universités anglaises, dans les universités britanniques, dans les universités américaines. Ils se développent de plus en plus. Je sais que votre université a développé, en relation avec les anciens élèves, une activité de mécénat et une activité qui porte ses fruits, puisque des anciens élèves ou des personnes qui reconnaissent l'utilité de l'établissement seront disposés ou sont disposés à contribuer de manière diverse à augmenter les ressources, les moyens de cet établissement pour qu'il puisse continuer à remplir ses missions. Malgré tout, je voudrais terminer par cette série de remarques. Le dialogue avec le territoire est un dialogue qui doit être fait avec un certain nombre de précautions, avec un certain nombre de méthodes, puisque ce n'est pas un dialogue qui va immédiatement de soi, puisque il faut tenir compte de ce que j'appelle ici un certain nombre de gradients et de compromis. D'abord, un gradient et un compromis entre l'international et le local. Les sciences ont besoin d'être internationalisées. L'acquisition des connaissances, la production des connaissances demande effectivement de se connecter avec tout ce qui se fait au niveau international. La science est internationale. Et donc, il faut trouver un bon équilibre entre un investissement local, mais aussi un contact toujours maintenu avec l'internationalisation de nos disciplines, sans lesquelles il n'y a pas de recherche et d'enseignement supérieur qui soit réellement attractif et qui soit réellement au point par rapport à ce qu'on attend de lui. On doit régler d'autres questions aussi de compromis du point de vue de nos langues de travail. Certaines disciplines publient et communiquent leurs résultats essentiellement dans des langues de communication scientifique internationales, l'anglais étant la première et la dominante. D'autres publient encore en français, mais dans les territoires, il est difficile pour les différents acteurs de s'approprier les connaissances qui seront publiées, fussent-elles en sciences ouvertes, dans des revues extrêmement spécialisées et dans des langues que les gens
parlent mal ou peu, ou en tout cas ne sont pas leur langue de travail et d'échange. Donc ça, c'est un compromis à trouver entre les connaissances que nous produisons et la manière de les diffuser linguistiquement. Un autre problème qu'on voit souvent et qu'il faut régler, c'est celle des humanités opposées aux autres sciences. Et donc souvent, j'entends des collègues dans les humanités dire oui, mais des interactions avec la société civile, des interactions avec le territoire, ça c'est vraiment valide et valable plutôt pour d'autres sciences, comme les sciences plus technologiques, les sciences de la santé, les sciences de l'environnement. Mais s'agissant des humanités, que peut-on faire avec les territoires au fond? Eh bien, je crois que les exemples ne manquent pas de liens possibles entre même certaines disciplines apparemment très éloignées de ce qu'est la vie dans les territoires. On voit qu'il y a pour elles aussi des possibilités d'interaction autour de la pédagogie, autour du patrimoine, autour des nouveaux enjeux de la muséographie, etc. Autre question qu'il faut régler, c'est la question du fondamental et de l'appliqué. OK, interagir avec les territoires, c'est très bien, mais parfois les territoires vont avoir des questions qui sont des questions très prosaïques, très techniques, très locales, très circonstancielles presque. Alors que la recherche et les activités que nous avons, nous, dans les universités, sont à caractère plus générique, plus fondamental. Et donc, je montre ici en illustration un modèle qui peut être décliné vers, y compris des sciences qui ne sont pas les sciences technologiques. C'est ce qu'on appelle l'échelle de maturité ou les Technology Readiness Levels. Donc, où on passe d'un niveau 1 et 2 qui sont un niveau très conceptuel, très générique, assez fondamental, à un niveau 9 qui est quasiment le niveau où l'innovation est devenue un système achevé qu'on peut donc désormais mettre dans les mains des acteurs pour qu'il fonctionne, etc. Et donc, on peut avoir pas ce problème en se disant mais on attend de nous des niveaux de maturité technologique ou des niveaux d'application ou de mise en œuvre qui sont au fond pas tellement les niveaux auxquels nous travaillons. Je ne sais pas si en sciences de l'éducation on travaille sur les principes psychologiques d'acquisition des connaissances, on est quand même loin de ce que serait un manuel technique pour favoriser l'acquisition de telle ou telle connaissance. Donc il y a ce gradient qu'il faut travailler et donc il faut être conscient afin effectivement de bien cibler les types de partenariats et ne pas se retrouver à des moments où finalement on attend de nous des choses que nous ne pouvons pas donner. Enfin, notre débat, c'est le débat entre la souplesse et la structuration. Alors, la recherche aime la souplesse, aime l'agilité. Nous aimons pouvoir finalement orienter nos recherches en fonction de ce que nous voyons, en fonction de la littérature que nous lisons, en fonction des avancées qui ont été celles de notre domaine. Et donc, nous souhaitons pouvoir orienter nos travaux ou nos enseignements en fonction de ce qui est un peu l'autonomie de notre champ. Agir avec des territoires, ça veut dire souvent rentrer dans des modes de structuration un peu plus figés, un peu plus contraignantes, et c'est aussi parfois un compromis à trouver. Enfin, quelque chose de très important aussi, c'est l'autonomie contre le pilotage. C'est un peu le pendant de ce que j'ai appelé la souplesse et l'agilité. L'autonomie de la recherche est quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où ce sont les communautés scientifiques et les communautés d'enseignement supérieur qui, au fond, sont les mieux placées pour savoir vers quelle direction peuvent se développer les productions de connaissances. Et parfois, on craint qu'une association avec des partenaires territoriaux nous amène à être un peu plus pilotés, à perdre cette autonomie au niveau des projets. Parfois aussi à l'échelle de l'établissement lui-même, on souhaite garder une certaine autonomie alors qu'on pourrait être tenté de mettre en place un certain nombre de politiques de recherche qui rendraient difficile des projets qui ne seraient pas systématiquement partenariaux, qui ne seraient pas directement mis en place avec les territoires. Donc, il y a cette question d'autonomie, et puis elle se décline aussi en termes d'engagement, de déontologie. Être au service des acteurs territoriaux, c'est aussi bien comprendre ce que sont les objectifs de ces acteurs,
et de bien les connaître afin de ne pas se retrouver en termes d'engagement, de déontologie, en porte-à-faux par rapport à ce que sont les principes de l'intégrité scientifique que nous respectons dans l'enseignement supérieur. Alors, je voudrais conclure en disant que oui, la recherche, l'enseignement supérieur sont dans les territoires, interagissent avec les territoires. Les interactions sont peut-être de plus en plus nombreuses. Elles ne vont pas de soi malgré tout. Donc, je crois qu'il appartient à chaque communauté universitaire et de recherche de pouvoir mettre en place le dialogue nécessaire pour pouvoir trouver les conditions d'un autre dialogue qui n'est plus le dialogue à l'intérieur des établissements, mais qui est le dialogue avec les partenaires, et donc trouver les conditions, les moyens pour faire ces connexions de manière satisfaisante. Ça se fait aussi par le partage d'une politique scientifique et d'une politique de formation qui, dans les établissements d'enseignement supérieur autonomes, se forment aussi dans le cadre d'un dialogue qui sert de guide, de repère, pour qu'effectivement, il puisse y avoir des liens avec les acteurs partenariaux et les acteurs territoriaux qui soient des liens structurés, compris, et qui ne soient pas laissés simplement à l'initiative individuelle. Et puis, pour terminer, je pense que la préoccupation de toutes et tous, c'est aussi de s'assurer que les partenariats avec et les interactions, les dialogues avec les territoires ne se fassent pas au détriment des hauts standards académiques, qui sont les standards que les universités, l'enseignement supérieur, la recherche doivent respecter dans un univers qui est compétitif et où effectivement la qualité scientifique reste un des critères déterminants. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal, pour cette conférence très très bien illustrée. Hein. Pardon, Catherine, je ne t'entends pas. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Oui? Parfait. Super. Écoute, merci beaucoup pour cette conférence qui a été très bien illustrée sur le lien entre l'enseignement supérieur et les territoires, mais également pour tous les messages que tu as pu délivrer auprès de notre communauté. Avant de se diriger, on va dire, vers le buffet, je vais laisser la parole à la salle s'il y a des questions. Alors, l'image est bonne, mais le son n'y est pas, je dirais. Alors, je vais peut-être amorcer la pompe, on va dire ça comme ça. J'aurais bien aimé avoir un petit peu ton point de vue sur l'évolution des établissements d'enseignement supérieur dans l'espace européen de la recherche, et notamment ton point de vue sur les montages de réseaux d'universités européennes qui commencent à voir le jour depuis ces entre 3 et 5 dernières années. Oui, merci. Bon, alors, je crois que je surprendrai personne en disant qu'effectivement, les dernières années ont montré qu'effectivement, ce qu'on pourrait appeler le marché universitaire est de plus en plus ouvert et il est de plus en plus concurrentiel. Et donc, effectivement, il y a des établissements qui sont de tailles différentes, de renommées différentes, qui ont des localisations différentes. Et donc,
pour beaucoup, il y a eu souvent la crainte de se dire, voilà, est-ce que les évolutions en cours ne signifient pas un déclassement des établissements de taille plus modeste ou un peu plus éloignée? Et puis, il y a un deuxième niveau qui est celui de dire comment on fait face à l'internationalisation. Les familles, les étudiants sont demandeurs de cursus de plus en plus internationalisés. Quel est le meilleur moyen de pouvoir répondre à ces attentes? Donc effectivement, les réseaux universitaires sont une réponse. Alors, ils servent, on s'est appuyé sur des mises en réseau déjà anciennes, hein, donc les programmes Erasmus, etc., ont montré l'intérêt des fonctionnements en réseau et des échanges. Les réseaux universitaires sont, je crois, une très bonne idée. La difficulté, c'est comment les faire vivre, comment leur donner un contenu qui soit lisible, compréhensible, et qui surtout soit compatible avec le type d'organisation universitaire de chaque établissement, avec les plans de cours, avec les maquettes, avec les organisations pédagogiques. Donc ça demande effectivement un travail d'organisation. Mais bon, je suis personnellement convaincu que les liens internationaux entre établissements sont extrêmement bénéfiques, à la fois pour les collègues, à la fois pour les étudiants. Voilà, il faut désormais juste c'est un gros travail, hein, mais se mettre en possibilité, en situation de pouvoir rendre ce système lisible, fonctionnel, mais je crois qu'il est porteur de beaucoup d'espoir. Merci, merci pour ta réponse. Effectivement, comme tu le disais, hein, il y a une dimension de marché, hein, dans ce réseau d'universités européennes qui est quand même assez important. Nous avons des collègues qui sont connectés à distance. Est-ce que parmi vous, vous auriez des questions pour les collègues qui sont connectés? Je vois aucune main levée. N'hésitez pas à crier haut et fort. Oui, monsieur. Est-ce que je peux vous demander de vous déplacer, s'il vous plaît? Et puis, si vous pouvez indiquer... Celui-là? Merci. Merci beaucoup. Oui, je suis Samuel Pinon-Madio. Je suis issu un peu de la formation, un petit peu à côté, comme j'ai précisé. Je suis ingénieur en agriculture d'Angers, mais le fruit des échanges avec la Cato, notamment des conférences sur l'environnement menées par un ancien directeur de l'ADEME, Hubert Reeves, il y a pile 30 ans, est un peu source des tests que j'ai développés. J'ai inventé les méthodes d'évaluation environnementale de politique publique avec le ministère de l'Environnement en 1994 et appliqué au réseau européen de véloroute voie verte, Eurovélo, dans la démarche participative. Ma question, justement, sur ces sujets-là, que j'ai expérimenté en tant qu'ingénieur, pas en tant que chercheur, c'est aujourd'hui où on observe un petit peu un repli des territoires sur eux-mêmes. Quelle est la bonne échelle de dialogue, d'après vous, en France aujourd'hui? On a parlé de l'échelon européen. Moi, j'ai l'impression que ce soit l'Angleterre, que ce soit les pays d'Asie, que ce soit la Russie, on observe plutôt un protectionnisme, même dans le domaine de la recherche. Donc je voulais savoir, à l'échelle française, quelle est, pour une université comme ici, quelle est la bonne échelle pour éviter la déperdition d'énergie de la part aussi des chercheurs? Ouais, merci. Oh, c'est pas une question très simple, hein, mais... alors, quelle est la bonne échelle? Moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule bonne échelle, qu'il y en a autant que de types de projets. Je pense que tout dépend de l'objectif qu'on doit se mener. Alors, j'ai participé à des évaluations de projets pour le conseil scientifique
de l'université, et j'ai vu effectivement des projets où il y a des partenariats locaux, très locaux, avec un musée local comme ça, qui sont très bien menés, qui sont suffisants, qui sont, je dirais, très pertinents pour le projet. Si on se situe sur d'autres éléments, ceux dont vous nous parlez, c'est-à-dire un réseau de pistes cyclables internationales, là, effectivement, on est sur d'autres types de mise en réseau interterritoriaux. Le développement local nous a montré de très nombreuses initiatives avec des groupes d'acteurs locaux, etc., qui ont parfois des dialogues à caractère international. Donc, moi, personnellement, je vois pas trop la question du protectionnisme devenir un peu difficile. Je pense surtout qu'il faut, c'est la responsabilité, je crois, la capacité de nous tous, les collègues engagés dans des projets, de bien identifier des partenaires en fonction de ce que nous souhaitons faire au début. Et donc, je pense vraiment qu'il y a une multiplicité d'échelles possibles entre des acteurs territoriaux qui sont actifs à l'échelle municipale ou jusqu'à l'échelle européenne. Donc, je sais pas, je pense par exemple au domaine du droit de l'environnement, du droit de l'énergie. Il y a une association européenne des chercheurs, des praticiens en droit de l'énergie. C'est un partenaire qui est pertinent à ce niveau-là. Il n'est pas local, il est international, mais ça reste quand même quelque chose qui a des ancrages territoriaux à une autre échelle. Et donc, je pense que voilà, je dirais que c'est la nature du projet lui-même qui décide en gros du choix du partenaire. Merci Pascal pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, l'ami Vic, je suis français de l'étranger et californien expatrié. Donc vous m'avez rappelé ma longue période dans la Silicon Valley. C'était un bon souvenir pour moi, mais je pourrais retourner quand je voulais. Ma question, c'est après des années... Oh. Ah oui, je suis aussi... citoyen associé au Conseil de développement Loire-Angers, donc le Conseil de développement de Angers-Loire Métropole et de 2 autres établissements publics intercommunautaires et communautaires. Donc, après des années à l'étranger, en revenant ici, je me suis aperçu de l'invasion et l'hégémonie grandissante de la culture américaine dans tous les domaines, et même dans les universités ici, où on pense plus à parler globish que parler le français. Qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler l'utilisation du français qui décline partout dans les tests internationaux par rapport, par exemple, aux Coréens, aux Japonais, aux Chinois, et même à l'international aussi, l'influence du français est en grand déclin, et la seule raison qu'il se développe, c'est grâce à ces ex-colonies qui démographiquement sont en pleine expansion. Merci. Bon. Alors, c'est aussi une excellente question. Alors, bon, les organisations de la francophonie sont toujours très puissantes et très mobilisées. Donc, il faut compter aussi sur nos partenaires francophones dans le monde. J'ai eu récemment l'occasion d'interagir avec ici la délégation du Québec pour les îles Britanniques et l'Europe du Nord. Donc, il y a des réseaux d'universités très puissants au Québec qui ont à la fois je dirais la connexion avec tout ce qui fait un peu le dynamisme des universités d'Amérique du Nord, mais qui sont farouchement francophones. Et donc, je pense qu'il y a encore une place pour
pour l'enseignement du français. Malgré tout, dans effectivement les publications, ça devient difficile de défendre l'idée, en tout cas dans certains domaines, hein, d'une publication en langue française comme langue internationale. Mais je pense qu'on a tous intérêt à conserver de toute façon cette diversité linguistique. C'est vrai que les contacts que je peux avoir avec des collègues qui sont récemment, je peux parler des gens qui sont en Italie, en Pologne, bon, bien sûr au Royaume-Uni, on voit bien que le nombre d'étudiants qui s'inscrivent dans les facultés de français est en baisse. En revanche, les effets de réseau dont on a parlé peuvent être aussi une façon de doper la diversité linguistique, à mesure où un certain nombre d'étudiants, d'étudiantes qui circulent vers les universités françaises peuvent arriver à ça. Mais on est face à effectivement un mouvement global de grande force, hein, qui est à la fois démographique, économique, et où effectivement la francophonie ou les francophonies ont des défis à relever. Mais bon, n'oublions pas que la francophonie est quand même très, très vivante, hein, sur plusieurs continents, hein, l'Afrique bien entendu, l'Amérique du Nord, l'Europe, et il y a, je crois, beaucoup de volonté. Ça veut dire aussi que dans le cadre de la francophonie ou des francophonies au sud, il y a des stratégies à avoir, je crois, avec l'ouverture, l'inclusion des partenaires universitaires des pays du sud francophones qui sont, je crois, partagent nos problématiques, hein, d'augmentation des standards académiques, de connexion à la recherche, et pour lesquels la langue française est importante. Merci Pascal pour ta réponse. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans l'Assemblée? A priori, je ne vois pas de main levée. Ah si, Marion. Bonjour, merci beaucoup. Marion Ducarrois, historienne de l'art, et ma collègue Nathalie Leluel, historienne de l'art aussi, médiéviste et contemporain. Moi, j'avais une question plutôt qui reprend un peu le début de votre présentation et sur ce qui est un chercheur ou une chercheuse aujourd'hui, qui part. Puisque merci beaucoup, parce que de fait, j'ai pu visualiser des choses que j'avais compris de façon empirique, mais pas vraiment. J'arrivais pas à savoir d'où ça venait. Moi, j'ai été formée dans une grosse fac parisienne, à Paris 1. Et ensuite, j'ai travaillé dans différentes universités, entre autres à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, avant d'être nommée ici. Et je me suis toujours... j'ai toujours été surprise parce qu'à Paris, on ne nous a jamais imposé, en fait. C'est même pas une question de travailler sur le territoire en histoire de l'art. Donc, tous mes collègues doctorants, doctorantes de l'époque, on travaillait tous quasiment sur des questions internationales. Ou nationale, mais vraiment peu sur le territoire parisien. Et puis, pas tant à Saint-Étienne, un peu plus à Clermont-Ferrand. Et depuis que je suis à Angers, voilà, c'est quelque chose qui est demandé en fait, aux enseignants-chercheurs de travailler sur le territoire, ce que je trouve passionnant, mais moi qui me questionne en fait, sur la façon... je vois bien que... Alors, on doit être enseignant, chercheur, on doit travailler sur le territoire, mais en même temps, on a nos objets de recherche qui, des fois, sont sur de l'international ou sur d'autres questions que celles du territoire. Comment est-ce qu'on fait concrètement le grand écart, en fait, entre tout ça, puisque tout ça, ça demande du temps, de l'énergie, et ça nous parcellise aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive, en tant que chercheur, à conjuguer de façon efficiente, en fait, à la fois un travail sur le territoire, mais aussi de garder nos propres objets de recherche qui, je pense, il est important, si on le souhaite, non pas à être obligatoirement s'inscrire sur le territoire.
On travaille. Non, merci, merci pour cette question. On travaille. Alors, bon, moi j'ai envie de répondre que, en fait, vous semblez à la fin de votre intervention dire qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau où vous auriez des questions de recherche que vous souhaitez travailler et qui sont à caractère international. Et puis il y a un autre travail que vous rajoutez à l'autre qui est une connexion avec le territoire et qui est une sorte de développement d'un nouveau front de recherche. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que peut-être il est possible de réconcilier ces deux niveaux. Alors souvent, on dit à nos étudiants, ben, c'est quoi une thèse réussie, par exemple? Une thèse réussie, c'est une thèse où à la fois on a effectivement une compétence empirique sur un objet, une compétence méthodologique sur des méthodes et sur des techniques. Et puis, on a aussi une contribution à caractère générique au champ qu'on étudie. Et donc, j'ai l'impression qu'au fond, il s'agit d'une question de choix de modèle. Je sais pas, des écologues, des biologistes choisissent un modèle, et donc les connaissances qu'ils en tirent ne sont pas tellement importantes pour le modèle lui-même, mais pour les principes, ou en tout cas les processus génériques qu'ils peuvent en tirer. Et donc, je pense qu'il est probablement possible de choisir des terrains, des méthodes, des cas, des situations qui soient ancrées dans un territoire et de pouvoir en tirer des connaissances, des conclusions, des énoncés qui soient génériques et donc qui puissent avoir une valeur qu'on peut scientifiquement porter au plan international. Si par exemple, je sais pas, quand je lis des publications de gens qui ont étudié, je sais pas moi, un système urbain en Afrique du Sud ou au Brésil, j'apprends des choses sur l'Afrique du Sud et le Brésil, d'accord, mais j'apprends aussi des choses sur le modèle urbain. Et pareil, si on me montre un certain nombre de processus étudiés à partir de la ville d'Angers et qui ont un processus des valeurs génériques, eh bien, je crois que j'aurais appris beaucoup de choses. Et au fond, il m'importe peu de savoir que tel et tel processus a été démontré ou montré en s'appuyant sur un cas d'étude à Angers ou à Barcelone ou au sud de l'Italie qu'ailleurs, à partir du moment où j'ai acquis une connaissance qui éclaire la réflexion générique que je cherche à avoir. Donc je crois qu'il n'y a pas de contradiction fondamentale entre un modèle qui est un modèle local, une étude qui est une étude à caractère local, et des conclusions qui peuvent être valides de manière générique, voire internationale. Merci. Oui, on a une autre question pour vous, puisqu'on vous voit en double sur l'écran en plus. Je ne ferai qu'une réponse. Bonjour, Monsieur Martin, Nathalie Leluel. Donc, je suis donc historienne de l'art, maîtresse de conférence en histoire de l'art médiéval. Ma question, elle portait en fait par rapport à votre présentation. Vous parliez des collaborations en fait que l'université, des collaborations nécessaires et fructueuses que l'université doit réussir à faire avec son territoire d'implantation. Et ces collaborations fructueuses à plusieurs échelles. Il y a peu de temps, pour vous dire, hier, je participais à un conseil de perfectionnement à laquelle était invitée une adjointe à la culture d'une des petites communes de la métropole angevine qui nous sollicitait en disant, voilà, nous, en fait, on se rend compte que vous êtes... il y a plein d'idées, il y a plein de projets, il y a plein de choses dont vous parlez ce matin, à la fois en termes pédagogiques, mais on sait très bien que le pédagogique s'articule à notre recherche, donc qui nous intéresse, nous, en tant que politique pour l'animation de nos communes, il faut que vous veniez vers nous. Pour qu'ensuite on trouve des espaces de travail communs. Et l'idée est très bonne. Et nous, on lui disait, mais c'est pas que nous, on veut pas venir vers vous, c'est qu'on manque de temps. Eux manquent de temps pour venir vers nous. Donc ma question, c'était, est-ce que vous, dans votre propre discipline, vous
concevez ces espaces de partage et de travail. Alors, ils existent, mais ils existent souvent parce qu'on les crée, parce que d'une manière ou d'une autre, il y a eu la démarche. Mais est-ce que formellement aussi, l'existence d'un espace concret, pas uniquement créé par deux personnes qui se connaissent, un espace concret, est-ce que ça pourrait pas... je voulais vous demander si vous aviez une vision de quel pourrait être cet espace de dialogue entre le territoire, les institutions publiques, qui ont plusieurs formes, et l'université. Non, merci. Alors, bon, je vois très bien ce que vous dites, et c'est ce que j'ai essayé de dire aussi à la fin, dans un des points sur la notion d'organisation dans le travail en partenariat. Empiriquement, je crois qu'on l'a tous constaté, il y a parfois des effets qui sont liés aux personnes, c'est-à-dire que un enseignant ou une enseignante, dans le cadre de son activité, amène un partenaire qu'elle connaît ou qu'elle a appris à connaître, avec qui elle travaille, etc. Et donc, après se pose la question de savoir comment on solidifie ce partenariat, comment éventuellement on le développe. Et là se pose un peu la question du passage à ce qui est un peu une initiative individuelle, un peu une première étincelle, à quelque chose qui est devenu structuré, qui doit en gros s'institutionnaliser un tout petit peu ou un tout petit peu plus. Et toute la question de savoir d'abord comment on le fait. Est-ce que trop d'institutionnalisation va pas au fond parfois gêner un peu la souplesse que recherchait le partenaire? Ensuite se pose la question effectivement des ressources qu'on peut mettre dans ces aspects partenariats. Donc, on sait bien qu'effectivement, contrairement à ce qu'on pense parfois, les enseignants et les enseignants-chercheurs sont des gens qui travaillent énormément, qui passent beaucoup de temps, plus peut-être que ce qu'ils devraient, à la réalisation de choses pour lesquelles ils ont un authentique intérêt et une forte passion. Mais on ne peut pas faire tenir des dispositifs ambitieux uniquement sur le dévouement personnel un peu hors norme de quelques personnes. Il y a effectivement des mécanismes à trouver. Alors, peut-être qu'effectivement, des choses comme les Living Labs ou les tiers-lieux sont des choses qui peuvent être une solution à trouver, puisqu'effectivement, elles peuvent s'appuyer sur déjà des infrastructures qui sont un peu aidées par la puissance publique, et ça peut être des lieux sur lesquels on va pour rencontrer ses partenaires. Et donc, faisant ça, on s'économise un peu tout le souci de pouvoir gérer l'infrastructure elle-même pour se concentrer sur le projet lui-même. Et peut-être qu'effectivement, ce relais par des structures tierces est quelque chose qui permet de porter un certain nombre de projets pédagogiques, de recherche, de communication, de médiation. Et voilà, je pense que c'est de l'inventivité vis-à-vis de ces formes de partenariat-là qui permet de faire vivre les choses, parce qu'effectivement, l'investissement personnel est quelque chose qui est nécessaire et qui porte beaucoup, mais qui, au bout d'un moment, doit trouver des relais, je suppose. Merci. Je me suis permis de capter le micro. Donc, bonjour, merci beaucoup. Je suis Anne-Zoé Riomarne, ici, en musicologie médiévale aussi. Je voulais intervenir, mais vous avez prononcé un mot-clé juste à la fin, là, pour rebondir sur la remarque de Nathalie et comment faire l'interface entre le monde de la recherche et les acteurs publics. C'est le mot médiation et cette action des médiateurs. Et c'est peut-être aussi notre rôle à nous, universités, de former des médiateurs. Et il y a de plus en plus de formations. Nous, nos étudiants en art, ils sont souvent assez intéressés pour aller vers ce type de formation, qui ne sont pas des formations à la recherche pure, mais qui sont justement pensées pour faire cette articulation et engager aussi les publics, parce que c'est quand même le but de la politique culturelle. Et vous avez justement à la fin évoqué tous ces tiers-lieux et ce personnage fondamental
du médiateur et pour lequel nous, universités, on a une responsabilité de formation, il me semble. Oui, écoutez, merci pour le complément. Oui, je crois qu'effectivement, la médiation scientifique, qu'il faut, je crois, définir avec rigueur, le plus possible, c'est-à-dire en s'appuyant sur un certain nombre d'institutions qui sont formées pour faire ça. Donc, je pense en particulier à l'énorme richesse qu'on a dans notre pays via toutes les structures, tous les musées dont on dispose. Les choses aussi, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a quelques années, il y a des zoos, par exemple, les jardins, enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui existent, les bibliothèques, etc., donc, qui sont des puits de compétences en réalité, avec lesquels l'enseignement et la recherche peuvent fonctionner, qui sont bien entendu très bien formés en médiation scientifique, dans la possibilité d'interagir avec le public. Je pense aussi, je sais pas, on a des cinémas, des théâtres, enfin on a toutes sortes de choses dans le domaine culturel, je crois, qui peuvent servir cette action de médiation et qui répondent à des besoins. Et si en plus, effectivement, l'université se positionne comme étant un acteur de formation important pour justement préparer des gens à exercer ces fonctions, à exercer ces nouvelles professionnalités, qui sont un peu mouvantes. Enfin, mais je crois que c'est intéressant là-dessus. J'aurais voulu, à un moment, un peu plus dans la présentation, insister sur cette idée de professionnalité au sens à la différence de profession, que ce soit les études urbaines, le monde de la culture, le monde de la médiation. On a les métiers ont changé et donc je crois que la frontière entre ce qui est la recherche, la conception, la communication, la mise en œuvre est aujourd'hui de plus en plus floue. Et donc ça, je crois, correspond assez bien à la culture universitaire, à sa souplesse qu'elle a, la possibilité qu'elle a à former, en tout cas à analyser des talents pour exercer ses fonctions. Est-ce que le micro doit circuler à nouveau? Non. Il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne nous reste plus qu'à te remercier à nouveau, Pascal, pour ta conférence, les échanges qu'on a pu avoir avec la salle. Et puis on espère j'espère très sincèrement qu'on pourra t'accueillir dans notre université, te faire visiter cette université qui est quand même assez insolite, je dirais. Te faire rencontrer des collègues, des enseignants-chercheurs, des expositions, parce que régulièrement on fait des expositions et tu vois, tu aurais été parmi nous. Je tiens à préciser qu'il y a eu une trentaine de portraits photos d'enseignants-chercheurs qui ont été réalisés, qu'on a exposés, expo pérenne, itinérante, etc. Donc je suis sûre que très prochainement tu pourras nous rendre visite en version non pas virtuelle, mais physiquement. Mais merci à nouveau. La journée est néanmoins pas terminée du tout, puisque nous avons un petit lunch qui est prévu, et très important de pouvoir se restaurer, mais on a une après-midi très riche, comme en atteste le programme, avec différentes interventions de nos enseignants-chercheurs, des tables rondes, et ce sur différents campus, puisque comme tu l'as effectivement mentionné, on a 10 campus, donc il y a des activités un petit peu dispersées sur tous ces campus. Donc voilà, merci à nouveau. Les collègues, je vous souhaite un bon lunch, de toute façon on va se revoir, et puis bon courage pour cet après-midi, on se dispatchera, on passera un petit peu de partout. Voilà, merci à nouveau Pascal. Merci à toutes et à tous.